À la une également, la très longue marche des footballeuses de la Première Guerre mondiale à l'actuelle Coupe du Monde, en passant par mai 68. Avec nous pour en parler, Amélie Mouget, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes rédactrice en chef à la revue dessinée. Une histoire de femme, c'est le titre de l'un des dossiers de l'été de votre revue. Texte signé Michael Correa, dessin de Nicobi. Tiens, d'abord peut-être une question de sémantique. Il y a eu tout ce débat depuis le début de cette Coupe du Monde. Faut-il dire mondial de football tout court ou mondial féminin, sachant qu'il n'existe qu'un seul football et pas un football masculin, un football féminin? Tout à fait. Nous, on a tranché pour mondial féminin de football pour résoudre cette question de football qui serait qualifié comme féminin et du coup qui serait un football différent. Après, ce débat est intervenu bien après qu'on ait bouclé les pages de la revue dessinée, donc on n'a pas épuisé le sujet autant qu'on aurait aimé. Alors le football, c'est pas pour les filles, c'est un axiome qui a la vie dure et qui a d'ailleurs étouffé des timides percées pour ce sport et les femmes. D'abord, commençons par la Première Guerre mondiale, 1914-1918. Que s'est-il passé? Alors à ce moment-là, les hommes sont au front, les femmes sont à l'usine pour les remplacer et paradoxalement, elles travaillent plus mais elles ont aussi beaucoup plus de liberté. Elles commencent à constituer des équipes de foot. On a des images de ces équipes à Pantin, en banlieue parisienne et elles y prennent goût et beaucoup de plaisir. Et petit à petit, on a de plus en plus d'équipes qui se forment. On en a une quarantaine en 1920. Mais après la Première Guerre mondiale, retour de bâton parce que on doit repeupler la France. L'idéologie nataliste fait rage. Et on considère à l'époque que des femmes sur un terrain de foot, pour accomplir leur devoir de maternité, c'est pas forcément ce qu'il y a d'idéal. Donc les médecins vont dire non, pas de femmes, pas de ballon rond dans les pieds des femmes. La priorité, c'est donc de faire des bébés, c'est la natalité. Tout à fait. Et on va dire que l'utérus des femmes va souffrir de cette activité sportive. Il va y avoir plein de contre-vérités, de mensonges scientifiques pour remettre les femmes au foyer. Et petit à petit, les équipes se retrouvent à 4 joueuses contre 4 joueuses, puis 2 joueuses contre 2 joueuses, puis à un moment ça n'a plus aucun sens. Ça se réduit comme peau de chagrin. Alors l'histoire des footballeuses, elle a aussi connu par les suites les soubresauts de vagues féministes. Dans quelle mesure avant mai 68? Alors ça a été quelque chose de très fort de se dire que le terrain de foot pouvait être le lieu d'une émancipation féminine et féministe. Il y a notamment la rédactrice en chef d'une revue qui s'appelait La Française qui disait on fera œuvre d'émancipation à travers le football. Donc c'était vraiment vécu comme quelque chose d'émancipateur. Mais ça, là encore, ça va durer assez peu. En tout cas, ça va se heurter au conservatisme des institutions sportives. Et le football féminin, enfin le football joué par des femmes, va très souvent être tourné en dérision. Ça va être présenté comme quelque chose de burlesque. Même dans certaines kermesses, on va organiser des combats de catch entre Lilliputiens et des matchs de football féminin pour montrer à quel point c'était incongru de voir des femmes taper dans un ballon. Alors mai 68, mouvement ouvrier, qu'est-ce que ça change? Alors là, on a la Fédération française de football qui va reconnaître en 1970 le football féminin officiellement, un peu contrainte et forcée, parce qu'en fait le foot est la caisse de résonance des mouvements de l'époque, et le mouvement féministe s'est aussi répercuté sur les terrains de foot. Il y a des figures importantes qui vont porter le football féminin, et des équipes se reconstituent. Et en fait, quand elles jouaient pour de faux, en tout cas, comme une attraction burlesque, comme un loisir, on s'est rendu compte que les femmes n'ont jamais vraiment arrêté de jouer au foot. Elles jouaient dans des terrains vagues, elles jouaient. Et le jour où on leur a donné un terrain, on s'est rendu compte qu'elles savaient jouer aussi bien que... Et qu'elles assuraient techniquement. Peut-être une question, parce que c'est aussi le cœur de votre dossier, sur les inégalités. C'est assez effarant. Notamment, pour 1693, le footballeur du Paris Saint-Germain, l'international brésilien Neymar, gagne autant que les 1693 joueuses qui pratiquent dans les 6 principales ligues du monde. Quelles sont les autres injustices? Les primes de match notamment? Alors, les inégalités salariales, c'est évidemment le plus flagrant, parce qu'on a, je crois, 96% d'écart. Enfin, c'est vraiment énorme. Après, la question se pose de savoir est-ce que ce sont les footballeuses qui sont trop peu payées, les footballeurs qui sont
trop payés. Mais ça cache aussi plein de choses. Ça cache aussi les inégalités d'accès au terrain. En fait, les jeunes filles qui jouent au foot ont plein de raisons de ne pas continuer. Parce que les infrastructures sont plutôt destinées aux garçons. La priorité de nos garçons, même en cas de qualification, il y a des clubs où les filles ne partent pas alors qu'elles pourraient continuer sportivement. Merci beaucoup Amélie Mouget d'avoir été avec nous et on le rappelle en ce moment un partout entre l'Espagne et les États-Unis en 8e de finale de ce mondial. Le vainqueur de ce match affrontera l'équipe de France en quart de finale. Merci à vous. Merci.